match, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Salut les auditeurs du Sim, c'est Marc. Écoutez, grâce à David Jouan, il nous a envoyé des extraits où on entend Frenchie Martin. C'est le thème de l'épisode de cette semaine. Et tout au long de l'épisode, vous entendrez, entre autres avec Guy Auré, Édouard Carpentier, ça se passait à WrestleMania 3. C'est pour mettre un peu en valeur cette voix qui était si unique et rauque de Frenchie Martin. Donc, restez pas surpris et place à l'épisode 90. Hulk Hogan, qui est très confiant de gagner aujourd'hui, dit que de savoir ce que la Hulkamania va sentir quand le géant sera à terre. Oui, et surtout quand il va sentir la colère de la Hulkamania sur lui. Alors, on peut dire qu'il y a 93 000 personnes qui sont contre le géant. Oh, mais je suis pas prêt à dire ça que j'ai Carpentier. Oui, effectivement, on sent Il est que tout le seul, public... le géant. Non. Oui, le public est en faveur définitivement de Hulk Hogan. D'ailleurs, on va le savoir dans quelques secondes, on va le C'est tous les savoir. Hulksters. Frenchie, dans quelques secondes, on va s'en rendre compte. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Wow, ça part fort. Comment ça va, Blondin? Moi, ça va bien, Handsome. Ça va bien. Écoute, le rush du temps des fêtes, là, c'est parti. Les yeux, ça va bien, semble-t-il qu'il y a eu des petits problèmes au niveau des yeux de ton Bon, côté? pas des problèmes. Écoute, mon dernier examen datait de 4 ans à cause de la fameuse pandémie. Oui. Et je lève la tête beaucoup pour aller dans le foyer là, comme il faut en bas de mes lunettes. Là. Fait que je vais avoir des nouvelles lunettes puis ils vont être un petit peu plus fortes. Mais c'est pas des fonds de bouteille. Bon, c'est pas grave ça. Hey, aujourd'hui, on est quel épisode, Blondin? Aujourd'hui, c'est l'épisode 90. On est la semaine du 5 décembre 2022 et on va parler de Frenchie Martin. Oui, écoute, je fais une petite bio rapide sur Frenchie Martin pour mettre la table. Frenchie Martin, de son vrai nom, Jean Gagné, né 19 juillet 74. Non, 47, parce que j'ai une faute dans mon fichier, ça n'a pas de sens. À Québec, décédé à Québec en octobre 2016, qui a été connu plus comme manager, moi de mon côté, à la WWF à l'époque, qui a déjà été lutteur. Mais toi, Marc, là, tu l'as connu à la WWF. Comment il était, Frenchie? Étais-tu chum avec? Ben oui, moi, Frenchie, c'est un de mes bons chums, pour ne pas dire mes bons amis. Écoute, d'abord, je l'ai vu lutter. Je me souviens de l'avoir vu lutter à la télé avant d'être dans le monde de la lutte moi-même. Il luttait souvent, il y avait un béret et un genre de maillot un peu à la Big Show ou à André le Géant, le style de mémoire. Puis il y avait un pantalon, si ma mémoire est bonne, avec une ligne rouge sur le côté, là, mais ça, c'est dans le détail. Là, oui. Et moi, je l'ai connu Présent. comme les auditeurs le savent. Je suis rentré en 1986 dans le monde de la lutte, directement dans la grosse game de la WWF.
Et premièrement, il a été analyste en français avec Guy Auré. Quand on a fait les Saturday Night Main Event, je retournais la balle, puis je me souviens sa grosse voix rauque, là. Ah, Blondin, Blondin, mon petit Blondin. What the fuck? Il y avait une grosse. Ouais. Okay. Je suis peut-être pas bon des imitations. Non, mais je m'en allais te demander de l'imiter parce que c'est ta force. Tu nous as déjà fait un Paul Bearer assez extraordinaire. Donc, ton Frenchie Martin, pas pire aussi. Oui. Et puis, écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui dans le temps qu'il était le gérant de Dino Bravo. Ouais. J'ai d'ailleurs dans mon livre de photos avec Frenchie, avec sa tunique de l'artiste. Ouais. Parce que quand il était dans la famille Heenan, il était l'artiste. Et on a eu des moments mémorables à Paris. Et je ne sais pas si je te l'ai conté à toi ou aux auditeurs, mais il y a certains souvenirs qui me reviennent de Frenchie. De un, je suis animateur, annonceur du ring au Forum et ailleurs au Québec. Et chaque fois que Frenchie et Dino sont sur le ring, leur but est de me faire rire. Alors, il me sortait toutes sortes d'affaires sur les femmes dans les premières rangées. Écoute, il fallait que je fasse attention avec mon micro, puis il fallait que je me morde l'intérieur de la bouche pour ne pas rire. Écoute, c'était les deux, là, mais surtout Frenchie. Frenchie, c'est un gars qui aimait rire, et puis ça, c'était vraiment drôle. Une autre anecdote que je peux conter avec Frenchie, c'était dans une période où je commençais à boire du cognac. Et je me trouvais solide. J'étais capable d'enfiler au moins un cognac. Wouh! OK, ouais, t'étais plus endurant qu'aujourd'hui. Ouais. Non, mais mettons que j'en buvais. Je me souviens même à cette époque-là, j'étais animé dans une cage au sport, pour ne pas le nommer, et j'avais amené ma propre bouteille de cognac, ce qui se fait pas. Tu m'as conté cette histoire-là. Continue, ouais, c'est bon. J'étais vraiment, écoute, des bouts où j'étais un peu plus fou que je devrais l'être. Et à un moment donné, en parlant avec Frenchie, on s'est dit, écoute, on se fait une compétition de cognac? Et puis, on était à Granby. Et puis, je me souviens, on a commencé à y aller au cognac. Il m'a pris dans ses bras, il m'a emmené me coucher à la chambre, puis il est retourné boire du cognac. Wow, OK. Puis l'histoire de la cage au sport, t'as jamais réanimé à la cage au sport après? Non, hein, non, jamais. J'essaie de rentrer à la chambre. Trompe-toi pas de chambre. Oh. Mais, on verra. De ce temps-ci, je suis trop occupé. Mais effectivement, j'ai pu animer. Et le gars qui était gérant de cette cage au sport-là, qui était sur la rue Saint-Laurent, aujourd'hui est devenu, je pense, le deuxième en haut, au top de la chaîne. Fait que je pense pas que je reçoive une invitation pour aller animer là. Hey, tu parles d'histoire de cognac, là, mais moi, j'ai lu ou j'ai entendu que c'était un bon tannant, ce Frenchie Martin. Il aimait sortir, il aimait aller dans les bars. Est-ce que tu as été dans les bars avec lui souvent? Là? Tu me contes cette histoire-là, mais c'est pas juste une fois là, que tu as fait ça. Là. Ben, écoute, le souvenir que j'ai, c'est celui que je t'ai parlé à Granby. Et je sais que quand on est allé à Paris, à Bercy, il avait été mandaté par Vince pour suivre le géant Ferré, André le géant, le suivre partout. Donc, de boire avec lui. Et comme c'était quelqu'un qui pouvait boire assez solidement, l'anecdote est que lorsque les lutteurs ont quitté Paris, Frenchie dormait à l'aéroport sur son siège, pas dans l'avion, là, dans la salle d'attente, et aucun gars ne l'a réveillé. Les gars ont pris l'avion pour l'Italie et ont laissé Frenchie là. Wow, hey, j'aurais pu faire la même chose quand on est revenu d'Atlanta parce que tu dormais partout. J'aurais pu prendre l'avion sans te réveiller. Mais la joke a fait du mal à Frenchie. Il y a eu des troubles avec l'office après. J'imagine. Ouais. Mais ce que je me souviens aussi de Frenchie Martin, c'est
le gars qui a peur de déranger. Oui, il aime ça rire, il aime ça faire des blagues, mais il est prudent pour ne pas perdre sa job. Il est sur le bord d'être un peu paranoïaque. Il ne veut pas, tu sais, si on fait une entrevue, ouais, je peux-tu dire ça, moi, tu me faire, tu sais, il ne voulait pas déplaire. OK. Donc, c'était un gars qui a lutté longtemps et je suis content parce que nos deux invités, cette semaine, on en a deux. Il y a ton ami le Coyote, Pat Laprade, qui nous parle en général de la carrière de lutteur de Frenchie, mais aussi ses rencontres à quelques mois de son décès. Oui. Pat il mentionne Pat Laprade, Bertrand Hébert, Rick Martel, je crois. Et Pat Patterson. Il en parle, leur rencontre, comment que. En tout cas, j'en parlerai pas parce qu'il s'en vient comme invité. Exactement. Et l'autre invité qu'on va avoir également, Handsome, c'est Dave le Justicier ou Dave la Justice. Là, il y a deux. T'arrêtes pas façons d'appeler d'appeler. Dave le Justicier. C'est Dave la Justice, son nom de lutteur. OK, ben moi, on m'a dit qu'il y en avait deux. Fait que, il faisait c'est lui-même qui me l'a dit. justiciers avec son père. Là. Alors, lui, c'est toi qui m'as suggéré de l'avoir en entrevue. Et ce qui est quand même cool, tu le sais, son père a eu beaucoup d'interactions avec Frenchie. Et par la bande, Dave Junior, lui aussi en a eu et il nous compte tout ça. Alors, une des bonnes têtes de lutte que j'ai rencontrées dans ma vie, Dave la Justice. Vraiment, là. Moi j'ai été impressionné par notre première entrevue. Je n'avais jamais parlé. Il dit qu'on s'était vu une fois à la NCW. Puis probablement que j'avais mon attitude de fraîchier parce que ta bouteille de cognac dans l'auto, on ne sait pas. Non, ça, c'est fini. C'est fini. C'est quand je fini jeune. Ce temps-là? OK. Ouais. Hey, au retour de la pause, on revient avec l'entrevue que tu as réalisée avec notre ami Patrick, le Coyote Laprade. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau pour Noël? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Que Bob Uecker apprécie beaucoup la compagnie, la jolie compagnie féminine. Nous aussi d'ailleurs. Frenchie, attention. Je suis marié, moi, monsieur. Frenchie, c'est Alice Cooper, oui. Bon, je suis marié, moi, monsieur Carpentier. Il n'y a pas besoin des scoopers, ni des fédérettes, ni des bobettes, ni des peplettes. Des pipelettes. Il est de retour à titre d'invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Pat Laprade, mon ami Pat, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Merci de me recevoir encore une fois. Ben, merci à toi d'accepter les invitations. Je sais que tu es tellement occupé que des fois, je me dis, ouais, je ne demande-tu, je ne demande pas. Mais dans le cas de Frenchie Martin, on avait déjà jasé, toi et moi, que tu l'avais vu, entre autres pour le livre, là, dans les derniers moments Alors, je me suis dégêné. Je m'ai appelé M. Laprade, moi, il demandé. Et M. Laprade a accepté, c'est génial. Comme tu sais, j'ai côtoyé Frenchie pendant des années à la WWF et je voulais savoir, toi, Frenchie Martin, c'est qui pour Pat Laprade? Ben, pour moi, c'est quelqu'un qui, un des anciens lutteurs que j'ai rencontré qui est le plus drôle. Il y avait un sens de l'humour très, très, très développé. Moi j'ai déjà dit, t'as pas vécu dans la lutte québécoise, t'as rien fait dans la lutte québécoise si t'as pas entendu une anecdote de Frenchie Martin. Et moi, j'ai eu la chance de le côtoyer dans plusieurs événements. Il était régulièrement au Pro Wrestling Hall of Fame à Amsterdam, New York, qui avait une cérémonie là une fois par année. Et je l'ai rencontré là à plusieurs reprises. Un de ses bons amis était un promoteur de la région de New York, Gary Hathaway, donc il était là régulièrement. J'ai eu la chance de le rencontrer pour le livre, évidemment, parce qu'il fallait que je l'interviewe à un moment donné, puis également à la toute fin de sa vie. Mais je l'appelais également là, régulièrement, comme je fais avec plusieurs anciens. Donc, on se parlait, il me donnait ses nouvelles.
D'ailleurs, je me souviens qu'il m'avait appris, par exemple, qu'il y avait un cancer de la vessie, puis que les chances de rémission étaient bonnes. Mais à la fin de l'année, ça, je pense que c'était au mois de mars On parle de quelle 2015. année, Pat? 2015. OK. Puis à la fin de l'année 2015, j'imagine je l'ai appelé pour tu sais, lui souhaiter un bon temps des fêtes, des trucs comme ça. Puis il m'a dit que là, le cancer avait pris de l'expansion, il était rendu dans les os, qu'il n'y avait plus rien à faire et que lui ne voulait pas avoir de traitement. Il voulait pas. C'était la première personne, je pense, même dans mon entourage, dans ma famille proche, qui a eu le cancer et qui a refusé des traitements. Pour Frenchie, il voulait vivre une fin lucide. Il ne voulait pas être malade aux 2 semaines comme plusieurs vont l'être avec des traitements de chimiothérapie, des trucs comme ça. Lui, il voulait avoir toute sa tête. Il voulait avoir le plus de capacité physique possible jusqu'à la toute fin de sa vie. Puis, après son décès, j'avais parlé à la dame qui s'occupait de lui aux soins palliatifs à la maison Michel Sarrazin à Québec. Et elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais regretté sa décision. La dernière semaine, ça a été plus tough, mais jusque-là, il y avait, tu sais, il était capable d'être là. Moi, je me souviens, on avait été le rencontrer en septembre. Il est décédé à la fin octobre 2016. Et à la fin septembre, on avait été rencontrer moi, Bertrand Hébert, Ricky Martel et Pat Patterson. On avait amené Pat à un show de lutte à Québec, puis il voulait voir Frenchie une dernière fois. C'est quelqu'un que Pat avait beaucoup apprécié dans les années de lutte internationale, puis ensuite avec la WWF. Et Ricky était venu nous rejoindre également. Ricky, qui était un des bons amis à Frenchie. Puis, Frenchie était là, en chaise roulante, parce que ça le fatiguait de marcher, mais il y avait un bon teint. Il y avait un teint, il y a toujours un teint un peu basané, Frenchie. Il avait son teint basané. Il fumait sa cigarette à l'extérieur. On jasait. Puis pendant une demi-heure, là, lui, Pat puis Ricky se racontaient des histoires, se rappelaient des souvenirs. Bertrand et moi, on intervenait presque pas, à part que je disais à Frenchie, raconte donc telle histoire. Je disais à Pat, je les feedais avec le titre de leurs histoires, puis après ça, eux autres, ils en racontaient au complet. Puis, à la toute fin, on est parti, on a pris des photos. Frenchie était de bonne humeur, tout ça. Puis ça, c'est, tu vois, 1 mois avant son décès. Et, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un que tu sais que tu vas voir pour la dernière fois, tu sais? Ça ne doit pas être évident. Je lui ai tout simplement dit merci pour tout, Frenchie, puis bon courage pour la suite. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Et comme de fait, un petit peu plus qu'un mois après, j'ai eu un coup de fil comme quoi il était malheureusement décédé. Et le fait qu'il n'ait pas voulu avoir de traitement, quand tu l'as rencontré avec Ricky, puis Pat et Bert, est-ce qu'il souffrait beaucoup? Il n'avait pas l'air de souffrir, non. Non, je me rappelle pas si je lui ai posé la question comme telle ou si quelqu'un lui a demandé, mais il avait pas l'air il avait l'air d'aller bien. Il avait bonne mine, il riait, puis ça semblait être sa routine depuis un bon bout de temps déjà. Et puis, ouais, non, il avait l'air, honnêtement, comme je te disais, c'est la première personne que je connaissais qui refusait des traitements. Puis ça m'a fait réfléchir parce que j'en ai vu, à l'inverse, des gens dans ma famille qui ont malheureusement eu le cancer et qui ont pris les traitements. Puis il y avait des raisons pourquoi ils prenaient les traitements, mais ils ont tellement eu une fin de vie là, que tu fais comme, tu sais, l'expression, c'est plus une vie, là. Ouais. J'en ai vu de ça, mais Frenchie, à 1 mois de son décès, je pouvais pas dire ça. Il avait l'air là, de quelqu'un qui savait qu'il était sur ses derniers 1000, mais ça paraissait pas nécessairement. Comment tu réagis? Comment tu te sens quand tu es avec une personne qui est condamnée? On est tous condamnés à mourir, mais à ce moment précis-là, quand tu sais que, je ne sais pas si tu te doutais qu'il était partir aussi vite, peut-être pas, là, mais ça doit être spécial.
au moment de le rencontrer en septembre, oui, tu sais, comme je disais, tu sais, je le savais, c'est la dernière fois que je le voyais. Ouais. Tu sais, c'est toujours une question de qu'est-ce que tu lui dis. Tu sais, ça m'est arrivé à quelques reprises. Tu sais, Fernand Fréchette, un ancien lutteur québécois qui avait personnifié l'équipe des Scorpions, entre autres, qui avait été au Japon avec ce personnage-là. Lui, je lui ai parlé au téléphone. Je lui ai parlé au téléphone à la toute fin de sa vie. Michel Justice Dubois. Michel Justice Dubois, Bertrand m'a appelé à un moment donné pour me dire Pat, Michel Dubois, tu sais, ça achève, là. J'ai un numéro de. Tu sais, j'avais un numéro de téléphone, j'ai appelé. C'est, je crois, son épouse qui m'a répondu. Puis elle a mis le téléphone pas loin de son oreille parce qu'il entendait encore. Puis je lui ai parlé en français, puis elle m'a dit après qu'il réagissait beaucoup du fait que je parlais français. Mais, tu sais, à part de dire merci pour tout, parce que c'est des vétérans que j'ai eu la chance de côtoyer, qui m'ont raconté leurs histoires, qui m'ont fait confiance. Tu sais, il y a pas, les mots sont jamais évidents à trouver quand tu sais que c'est la dernière fois que tu parles à quelqu'un, peu importe si son décès arrive la journée d'après ou un mois après, quand tu le sais, tu lui reparleras pas. C'est juste jamais évident. Mais tu sais, Frenchie, c'était tellement, tu sais, là, c'est un ton un peu plus mélodramatique, mais Frenchie était dans ses bonnes années, puis même moi, quand je l'ai connu, quelqu'un qui avait toujours le mot pour rire. Puis encore là, tu sais, en septembre, qu'on l'a rencontré pour la dernière fois, il racontait des histoires, puis il riait, tu sais. Puis t'en as entendu, toi aussi, j'imagine, ou t'en as peut-être même vécu, en fait, des histoires avec Frenchie. Mais tu sais, moi, je l'avais interviewé chez moi. Il était venu à mon domicile, puis on avait fait un classement des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. On avait fait faire, en fait, il y avait des gens qui avaient voté pour ça. Et à un moment, je pense que Frenchie était 22 ou 23 là, de mémoire, ou à peu près, dans ce coin-là. Et je disais à Frenchie, tu sais, qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu parmi les 25 meilleurs lutteurs québécois de tous les temps? Je lui donne sa position. Et sa première réponse a été, mettons, 23e. Crème, je pensais que vous connaissiez ça. Tu sais, ça a été sa première réaction, tu sais, ça a été de faire une joke un peu pince sans rire avec ça. Tu sais, moi, il y a une histoire que j'adorais de Frenchie où il était en Asie, une tournée organisée par les Killer Bees. Et puis, il attire à peu près 400 personnes par show dans des salles qui en contiennent des milliers. Fait que Frenchie, lui, c'était un blagueur, mais c'est aussi quelqu'un qui était très, je l'appelais le mercenaire, tu sais, parce que c'était quelqu'un qui était très, très, très smart par rapport à l'argent. Et alors, Frenchie voit ce qui s'en vient, là. Il sait là, que la tournée va pas bien puis que l'argent rentre pas. Alors, il décide de se faire des soutes, des habits. Un lutteur, il faut que ce soit bien habillé, hein? Donc, il refile la facture au promoteur à chaque fois. Puis à un moment donné, après qu'il y ait eu assez de soutes, ben, il demande des avances de paye. Et là, à la fin de la tournée, il y a des lutteurs qui vont le voir, ils disent Hey, Frenchie, regarde, personne n'a été payé, on est en train de s'organiser pour poursuivre le promoteur. On voulait savoir si tu voulais embarquer avec nous autres. Frenchie dit Moi, j'embarque dans rien. Moi, j'ai été payé chaque sou que j'avais été promis. Je m'en vais chez nous. Parce que lui, il a été payé par des habits, il a été payé par des avances. Par contre, des fois, ça lui jouait des tours au Japon, puis ça, c'est mon histoire préférée. Au mois de septembre, là, c'est l'histoire que j'ai demandé de raconter là, une dernière fois. Il est au Japon, puis il demande des avances parce qu'il est d'un bar à chaque soir. Frenchie, hein, tu le sais, hein, il pensait être capable d'accoter le géant ferré une fois, puis c'est à peu près le seul qui n'a pas réussi à accoter, tu sais. Mais il est dans des bars à chaque soir, fait qu'il demande des avances à Giant Baba. Pour All Japan. Donc, il demande des avances, il demande des avances. À la fin de la tournée, le gars qui s'occupe de payer les lutteurs pour Baba, il donne les enveloppes à tout le monde, puis il dit à Frenchie, il dit You owe Baba $20, but Baba said it's okay. Il dit non seulement il avait tout dépensé sa paye, il devait 20$ à Giant Baba. Giant Baba dit Hey, c'est correct, là. Je vais l'accepter, la perte. Mais c'était à ce point-là qu'il prenait des avances de paye, imagine. Hey! Ça, c'est mon histoire préférée de Frenchie. Mais Frenchie avait ce pôle-là rassembleur. Moi, j'ai des souvenirs, là, justement, à Amsterdam, New York. Il est dans le lobby de l'hôtel.
Et il raconte ses histoires là, en français ou en anglais. Ben là, c'était en anglais. Puis on était comme une dizaine autour. Là, puis c'est comme un aimant. Là, tu sais, tu veux écouter l'histoire Ouais. de Frenchie. Tu sais. Ouais. Puis si parce que dans nos auditeurs, il y a beaucoup de jeunes Oui. pour qui Frenchie Martin, ça ne dit rien. Moi, je l'ai connu plus dans sa période de l'artiste, dans la famille de Bobby Heenan, commentateur francophone. Mais si tu prenais quelques minutes pour nous parler du lutteur Frenchie Martin. Frenchie, il a commencé à la fin des années 60. Il a entre autres été entraîné par l'un des oncles de Ricky Martel, Bob Casino, dans la région de Québec. Et puis, il a lutté un petit peu pour Johnny Rougeau en 71 quand il a commencé. C'était un portier dans les bars, en fait. Puis c'est son ami, son meilleur ami à ce moment-là, c'est Michel Vigneault, qui est le frère de Ricky Martel, en fait. Mm-hmm. Et c'est lui qui l'introduit, évidemment, dans le milieu de la lutte et tout ça. Puis, il commence rapidement à faire équipe. Puis, il s'en va un peu partout. Il s'en va en Calgary, il s'en va dans plusieurs États américains. Et il s'en va, entre autres, à Porto Rico. Porto Rico va avoir été vraiment la terre promise de Frenchie. Non seulement il a lutté là, mais il a rencontré l'amour là, la mère de ses 2 enfants. Elle est portoricaine, donc ça a été vraiment une maison, une deuxième maison pour Frenchie. Donc, il a connu beaucoup de succès là-bas sous le nom de Michel Martel. Donc, il luttait sous le nom de Pierre Martel, excuse-moi. Michel Martel, c'était évidemment Michel Vigneault, le frère de Ricky. Mais en 78, une tragédie arrive, puis Michel Martel décède d'une crise cardiaque à la fin d'un combat à Porto Rico. Et puis, Frenchie se ramasse évidemment sans partenaire. Quelques années après, 1980-81, lutte internationale ouvre ses portes, promotion vers Roussac avec Gino Brito. Et Frenchie revient au Québec et fait équipe avec Pierre Mad Dog Lefebvre. Une équipe qui a marqué un peu ma génération, la génération de ceux qui ont vécu les années 80. C'était l'équipe heel par excellence au Québec à ce moment-là. Il y avait leur béret, il y avait leur sou qui était... ils étaient vraiment, vraiment de bons heels. Ils savaient parler tous les deux. Et on dirait que ça a été un peu le jour de la marmotte pour Frenchie, parce qu'en 85, Pierre Mad Dog Lefebvre décède dans un accident d'auto. Le fameux accident dans le parc des Laurentides, la veille de Noël, avec Tarzan la Bottine Tyler et l'arbitre Adrien Desbois. Donc, Frenchie perd un deuxième partner. C'est pas... C'est toute une coïncidence. C'est une malchance, puis ça arrive pas souvent. Ça arrive jamais. Puis là, lui, ça y est arrivé 2 fois. Imagine-toi. Imagine. Donc, après 85, c'est là, de toute façon, que la WWF commence à prendre de plus en plus de place au Québec. Et bon, au début, il s'en va là comme lutteur, mais ses problèmes de santé ne lui permettent pas de continuer. Et on le transforme en gérant. Il y avait, bon, évidemment, il a été, comme tu le disais, l'artiste, c'était le gérant de Dino Bravo. Mais il y a également eu un petit segment à la Piper's Pit. Il y avait le studio qu'on appelait, qui était un segment d'entrevue. C'était l'artiste peintre. As-tu déjà vu ces peintures, toi? Non. Non. Je pense qu'il y en a. Je pense que c'est la même qui commençait à chaque émission. Il l'a juste jamais fini. Trop occupé à écœurer les babyface qui venaient à son émission. En 87, il a également été, tu le mentionnais, commentateur, mais moi, je m'en souviendrai toujours pour WrestleMania 3 parce que, bon, c'est une cassette, c'est un VHS que j'ai loué je ne sais plus combien de fois, autant en français qu'en anglais. Donc, il était entre autres commentateur avec Édouard Carpentier puis Guy Horry pour WrestleMania 3. Puis, tu sais, Frenchie avait une voix rauque. Ouais. Peut-être pas à la Mad Dog Vachon, mais il y avait quand même une voix qu'on reconnaît, qui est facilement reconnaissable. Donc, c'était toujours le fun de l'entendre là. Puis moi, après ça, je l'ai connu, Frenchie, parce que bon, quand Dino a été congédié de la WWF, Frenchie est pas mal parti au même moment. Mais il a toujours continué un petit peu à lutter. Il luttait dans des plus petites organisations sur la scène indépendante. Il a lutté, entre autres, tu me parlais de Dave le Justicier. Il a parlé, il a travaillé pour le père de Dave le Justicier,
qui le faisaient venir dans des tournées, soit en Abitibi, à Asbestos, des Tedford, des places comme ça. Puis moi, je l'ai connu à la ICW de l'UDG de Serge Proulx, dans Schlager Maisonneuve. Il venait faire son tour, évidemment, il connaissait bien les Proulx, et puis il venait faire son tour de temps en temps. Puis moi, j'assistais à quelque chose d'assez unique. En 2002 ou 2003, à une époque où, tu sais, le old school est peut-être plus aussi loin qu'il l'est aujourd'hui, mais en 2002-2003, on était quand même ailleurs. Et j'ai vu un combat entre les frères Proulx et l'équipe de Frenchie et un dénommé Martin Roy, qui luttait également sous le nom de Judas. Tu l'as peut-être connu avec Rougeau, Martin Roy, quand tu as travaillé un peu avec Jacques dans les années 90. Et puis, à un moment donné, évidemment, les Proulx sont babyface, Frenchie et Martin Roy sont les heels. Et il y a à peu près, je ne sais pas, 150 personnes dans la salle. Puis c'est une foule qui est habituée à un produit un peu plus old school. Mais Frenchie et Martin Roy ont appliqué une prise du trapèze aux Proulx. Puis ils se relayaient, OK, dans le dos de l'arbitre. Ça a duré 15 minutes, cette prise-là. Une prise du trapèze, là. La personne est assise, là, puis tu lui serres, là, le haut des épaules ici. J'ai jamais vu une foule réagir autant pendant aussi longtemps sur une prise du trapèze. Ah, ouais. Puis moi, c'est la meilleure façon que je peux décrire Frenchie. C'est quelqu'un, justement, qui savait tellement bien travailler sa foule que juste avec une prise du trapèze, puis faire des échanges sans faire le tag, puis des trucs comme ça, là, dans le dos de l'arbitre, là, en heel, il arrivait à faire lever une foule qui était évidemment réceptive à ce genre de produit-là, mais je veux dire, c'est pas comme si on faisait des prises du trapèze de 15 minutes à toutes les semaines. Ça n'arrivait jamais, tu sais. Mais non. Donc, Frenchie, même en dernier, il l'avait encore. Son fils, d'ailleurs, Jean-Joseph, JJ, a lutté un petit peu pour la ICW à ce moment-là sous le nom de Shadow. Donc, j'ai connu également son fils. Donc, c'était toujours des belles rencontres, c'était toujours plaisant, c'était toujours agréable, drôle de rencontrer Frenchie dans un vestiaire de lutte, dans une convention, peu importe. On l'a fait venir au Centre Pierre Charbonneau pour l'International des collectionneurs. Je me suis toujours bien entendu avec Frenchie, puis pour vrai, son décès m'avait beaucoup, beaucoup attristé parce que c'était quelqu'un qui était plaisant à côtoyer. T'sais. Mais ouais, ça a été un peu la carrière de lutteur de Frenchie Martin. Écoute, Pat, je te remercie beaucoup. C'est le fun, moi aussi, j'en ai compté tantôt dans l'introduction, puis tout ce que j'ai vécu avec lui, puis c'est le fun d'avoir un autre input, puis d'en rajouter sur le personnage de Frenchie Martin. Alors, je te dis un gros merci, mon ami, d'avoir partagé surtout les derniers moments du fameux mois de septembre 2016. Là. On l'apprécie beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Pendant qu'on assiste à l'entrée du géant, Le nouveau champion. Et le géant Jean Ferré. Ouais, c'est intéressant l'entrevue avec Pat Laprade et oublie pas, tu me dois 20$ Handsome. Ouais, hey, ça c'est bon parce que moi, je ne savais pas là, que lui, Frenchie Martin, demandait des avances de paye, puis il dépensait d'avance, puis des fois, il en dépensait trop. Puis là, comme tu fais la blague avec le 20$, qui devait 20$ à Giant Baba qui était là-bas parce qu'il l'avait déjà tout dépensé. Donc, c'est ça le côté tannant, gars de bar, gars de party que moi, j'avais entendu entre les branches de Frenchie Martin. Comme nous le dit Pat Laprade, c'est un ancien doorman. Fait que habituellement, ça part de là, tu sais. Oui, puis tu sais, le parcours tragique, c'est 2 partenaires par équipe qui décèdent. Ouais. Écoute, tu sais, ça l'a suivi, ça là. Ouais. C'est très Pas spécial. évident. Très spécial. Pas Non. évident. On s'en va à la pause et tout de suite après la pause, on en a parlé tantôt, Dave Justice, comme ça tu l'appelles? Dave la Justice. Là, est-ce que c'est un L majuscule? Et boboy! Dave la Justice, c'est ça son nom de lutteur. Écoute. C'est pas son vrai nom. Crée mon genre que t'es tarlac!
Écoute, je sais pas ça. Peut-être qu'il a fait changer son baptistère. Oh, ben, Comme- demande-lui pendant l'entrevue. Comme Warrior. Oui, exactement. OK. Hey, on va à la pause. Au retour, Dave, la justice, nous parle de Frenchie Martin. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée avant Noël au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quand on est champion du monde, on doit accepter tous les défis et le public devrait reconnaître ça. 15 ans de victoire, monsieur Gueux. Horrible. Vous n'auriez pas l'idée, vous, d'aller pour un combat de championnat? Et oui, c'est Ah, légitime. La pesanteur que ce gars-là, la grandeur. Il n'y a pas une chance que Hogan peut gagner. C'est légitime de sa part de vouloir goûter un peu aux honneurs de la ceinture de champion mondial. Alors, dis donc les pattes là-dessus, Ah. effrayant des jambes comme ça. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Dave La Justice, qui a travaillé avec mon partenaire Handsome GF récemment, là, déjà quelques semaines à la NCW. Et Dave, c'est la première fois qu'on se parle vraiment. Tu dis qu'on s'était peut-être croisés à la NCW, mais c'est vraiment la première fois. Et comme je te disais avant d'appuyer sur l'enregistrement, j'avais croisé ton père lors de la tournée TNA. Il était agent de sécurité avec nous à Sherbrooke. Et tu me disais que toi aussi, tu étais là. Oui, j'étais là, je m'en souviens. Là, la finale, je pense que c'était Christopher Daniels puis AJ Styles, j'ai un bon souvenir. Ça se peut très, très bien. Tu as un meilleur souvenir que moi. Oui. J'avais un bon souvenir. Mon père, mais il m'a gros amené dans des places comme ça. Écoute, j'ai été à des... quand que la WWE venait, j'allais backstage. Puis lui, il connaissait les gens, parce qu'il avait connu beaucoup les anciens dans les années 90. Donc, il connaissait beaucoup les gens. Patterson, il connaissait super bien et tout. Puis moi, j'ai eu la chance de le suivre puis de connaître une autre époque aussi. Je suis assez jeune, mais j'ai vraiment connu de l'ancienne époque. J'ai grandi avec eux autres, autant backstage. Fait que je me sens privilégié d'avoir pu le suivre partout ce qui a été. Là. Dis-moi, en 2012, quand j'ai croisé ton père à Sherbrooke, toi, tu avais 19 ans. Yes. Est-ce que tu luttais à ce moment-là? Oui, moi, je luttais à ce moment-là. J'ai commencé à lutter, j'avais 13 ans. Mon premier combat. Ah, ouais. Oui, j'ai commencé assez jeune, même que pour suivre mon père sur le bord du ring, ça a commencé quand j'avais 6 ans, qui était censé être l'histoire juste d'un soir, mais que finalement, les gens... Mon père était en rivalité avec quelqu'un, cette personne-là m'a pris dans la foule, m'avait monté sur le ring un peu comme pour m'intimider. Et puis là, mon père avait sorti, c'était une grande rivalité. Et ce soir-là, j'avais rentré avec lui avec le drapeau du Québec pour l'encourager. Et puis, ça a tellement bien marché, puis j'étais tellement à l'aise que mon père a continué. Fait que depuis l'âge de 6 ans que je travaille sur le bord des rings avec les gens, que j'ai commencé à apprendre à voir comment que ça fonctionnait. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai fait mon premier combat par équipe vraiment avec mon père. Wow! Et tu me disais tantôt que tu poursuis un peu le même personnage que ton père. Oui. C'est le même personnage. Écoute, j'ai fait équipe avec lui. On a été les justiciers. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ma place là-dedans parce que moi, je me remettais tout le temps la question en me disant « Oui, mais les gens me confondent avec toi. J'ai pas vraiment d'identité. » Puis ça me blessait, mais dans le fond, il essaie de me le faire comprendre. Moi, je ne comprenais pas encore. Il disait « C'est toi. » Il dit « Le justicier, c'est toi. » Il dit « La journée où je vais partir, là, il dit « Le monde va te regarder et ils vont vouloir que tu sois le justicier. Il va falloir que tu travailles plus fort que moi parce qu'il va falloir que tu te démarques. Il va falloir que les gens t'acceptent. » Et puis, aujourd'hui, je comprends totalement ce qu'il voulait dire. Puis, il y a même des gens, honnêtement, des fois, ça crée des malaises. Ils me parlent. Puis, là, à un moment donné, il faut que je le rappelle que mon père est décédé, qu'ils ne parlent pas à mon père. Puis, ils sont convaincus dans leur tête, ils ne différencient pas. Puis, c'est bien correct. Ouais. Tout ça, à ce point-là, tellement que... Ça, c'est spécial. Ah, c'est vraiment spécial. Écoute, je t'en parle, j'ai la chair de poule. Puis, tu sais, oui. Qu'est-ce qu'ils disent, les Américains, hein? The chair the police. Non, honnêtement, là, ça me flatte parce que moi, le justicier, c'était mon idole quand j'étais jeune. Tu sais, je le regardais, puis je voulais être comme ça, je voulais être comme lui. Puis aujourd'hui, tu sais, je regarde des photos de moi, puis je commence vraiment, tu sais, à me dire,
le petit gars intérieur, il est fier de ce que je suis devenu parce que je suis devenu logisticien, je suis devenu qu'est-ce que je voulais être. Puis aujourd'hui, ça prend tout son sens. Je comprends très bien ma place là-dedans. Des logistiers, ça a été lui pendant un certain nombre d'années. Puis aujourd'hui, des logistiers ou des logististes, peu importe comment on l'appelle, c'est devenu moi. Puis je veux continuer ça dans la même lignée qui a continué depuis des années. Toi, Dave, tu es de quelle région? La région de l'Estrie? Oui, l'Estrie, exactement. Moi, je suis d'Asbestos plus précisément. Là, Estrie, Sherbrooke, Drummondville, Victoriaville, c'est tout, c'est ma place, là, vraiment. Et présentement, on te voit lutter pas mal partout, là. Oui, depuis une couple d'années, justement, quand mon père est décédé. Avant ça, aussi, je luttais beaucoup, mais vraiment, quand mon père est décédé, il y a eu des portes qui se sont ouvertes. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à travailler avec certaines personnes qui m'ont donné beaucoup de confiance. J'ai commencé à comprendre que je comprenais qu'est-ce que je faisais sans le comprendre nécessairement, travailler ma psychologie. J'ai travaillé avec des talents. Écoute, au Québec, pour de vrai, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais honnêtement, il y a beaucoup plus de talents, là, même que je trouve que c'est incroyable comment il y a des gens sur la scène. Écoute, la lutte, un de mes rêves, c'était de voir ça exploser. Puis mon père me disait, il disait, mon homme, il disait, un jour, tu vas le vivre. Puis écoute, on a passé de des salles, tu sais, je veux dire, à 70 personnes, 75 personnes, à 100 personnes. Tu sais, j'ai lutté pour la NSPW au Stade Canac devant 1500 personnes. Je lutte au Diamant. Écoute, je lutte avec des personnes avec qui j'apprends. C'est incroyable de vivre ça. J'aurais jamais pensé, honnêtement, le vivre. En tout cas, de la façon que tu parles, on voit que tu es un passionné. Ah, ben, j'adore ce que je fais, puis j'aime ce que je fais. Et Dave, on a pris quelques minutes pour parler de toi, mais comme tu sais, on veut parler de... Et quand je te dis ça, on refera quelque chose ensemble sur ta carrière, sur ton père, tout ça, dans un épisode futur. Mais là, tu as été privilégié de connaître Frenchy Martin. Oui. Et moi, mes années avec lui, j'ai des souvenirs qui sont incroyables. C'était un homme que j'appréciais tellement. J'ai eu tellement de plaisir avec Frenchy que je trouvais que c'était important de lui rendre hommage en faisant un épisode. Tu es un des invités. Pat Laprade sera le deuxième invité, lui qui l'a rencontré dans les derniers moments, qui a eu plusieurs entrevues avec lui, entre autres. Explique-nous quand Frenchy est rentré dans ta vie. Écoute, la première fois que j'ai vu Frenchy, je devais avoir 2-3 ans. J'étais vraiment jeune. Mon père, il avait commencé à travailler avec lui. Dans le fond, il était son manager. Et puis, il a fait quelques tournées ensemble. Après ça, il y a eu... quelle année à peu près? Hey, 80, je te parle de 95-96. OK. Après sa run à WWF. Oui, exactement. Et puis, j'ai eu la chance de le voir justement travailler avec mon père. Je vais avoir 4-5 ans dans ces années-là. Il avait fait un combat par équipe où Frenchy était mêlé à certaines choses. Puis écoute, toi, tu l'as connu personnellement. Frenchy, c'est tellement un personnage hors du commun. Même dans la vie de tous les jours, il y avait quelque chose de spécial, ce gars-là. C'était incroyable. Je le regardais en étant jeune, puis il venait me chercher d'une façon où je ne saurais pas comment l'expliquer. Il réussissait à tout te faire rire, toujours. C'était vraiment un personnage là, hors du commun. Fait que déjà jeune, je le connaissais. C'était pas encore mon ami, mais j'avais déjà un grand estime de lui. Autant au niveau, pas juste du personnage, au niveau aussi de l'être humain. Là, je l'ai connu quand même assez jeune. Et puis, après ça, il a arrêté avec mon père quand même. Là, il s'est plus tourné dans sa vie personnelle et tout. Puis mon père m'avait promis une chose. Il m'avait dit, mon homme, il dit un jour, il dit, je te le dis, on va faire équipe. Et il dit, tu vois, Frenchy va être notre manager, tu vas le vivre, ça. Fait que ça a continué comme ça. Puis quand mon père a sorti de sa retraite, puis qu'il est venu me donner un petit coup de pouce, qu'on a fait les dernières années ensemble, les justiciers, je me lance tout seul. Frenchy, on parle de quelle année? 2012. OK. 2012. En même temps qu'on s'est vu, ton père et moi, pour TNA à Sherbrooke. Exactement. Je crois que TNA, c'était pas mal dans le septembre, je me souviens bien. Dans ces coins-là, c'était en fin d'été. Et puis, septembre, octobre. Et puis, Frenchy a commencé avec nous. Là, c'était au mois d'août. Je me souviens très bien de ça. Et puis, moi, là, pour de vrai, j'étais vraiment stressé. Là, le Frenchy Martin qui revenait. Puis là, moi, je luttais avec mon père. J'étais tout stressé. Puis là, je lassais mes bottes. Écoute, pourquoi que Frenchy était revenu?
Parce que mon père il l'avait recontacté, il avait demandé si ça y tentait. Mon père, il avait dit, crime, ça me tenterait de faire quelque chose avec mon gars. Il dit, Frenchie, il dit, ça te tenterait-tu? Tu sais, fait que Frenchie, lui, il dit, oui, il dit pas de trouble. Fait qu'ils ont recommencé à travailler ensemble. Puis là, moi, je faisais, on allait dans les choses de radio, de journaux. Écoute, c'était incroyable. Là. Il y a des fois qu'il fallait garder notre sérieux. Là, puis honnêtement, là, c'était quelque chose avec Frenchie. Là. Les promos, il disait quelque chose, puis des fois, je pognais un bol parce que là, la caméra était devant nous, puis on aurait dit que j'assimilais pas ce qu'il venait de dire, mais là, il fallait pas que tu déroges ou que tu ris ou n'importe quoi. Le Frenchie avait toujours la façon de réussir, ou ce que des fois, j'allais mettre ma main devant ma bouche, mais je n'étais plus capable. Là. Puis, tu sais, je parle de ça, mais je pense que tu es bien placé pour savoir de qu'est-ce que je parle là. Dave, j'en ai parlé souvent sur le ring. Quand j'étais annonceur de ring pour la WWF, son but était de me faire rire. Et moi, j'avais un personnage sérieux. Je me mordais les lèvres, les babines en dedans pour pas rire. Lui, puis bravo, ce qu'il pouvait me dire, ces deux-là, entre autres sur les femmes qu'il y avait dans les premières rangées. J'essayais de pas les écouter, mais ils faisaient tout pour me faire rire. Hey, c'était incroyable. C'est exactement ça que je te disais. Moi, j'étais stressé la première journée. Puis là, je suis en train de... Il s'accorde avec sa cigarette et il me regarde. Là, je le sais qu'il me regarde. Tu sais, fait que je finis de lancer mes bottes. Regarde mon père. Il dit, c'est un bon travailleur, ça. Ah, fait que là, le gars, tu sais, il était assis, je lançais mes bottes. Et, il venait de me dire que j'étais un bon travailleur, je lançais mes bottes, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. Aujourd'hui, je le comprends. Parce que quand j'arrive dans un backstage, la façon que les gars vont me serrer la main et qu'ils vont s'habiller, bien, honnêtement, il avait raison. C'est vrai, le gars, la façon qu'il va travailler, ça veut dire quelque chose. Écoute, je montais sur l'arène. C'était, lui et mon père avaient du fun, mais du fun. Puis moi, dans ce temps-là, je n'appréciais pas encore parce que je pensais à mes choses. Je n'avais pas l'expérience encore, hein, mais tout ce qu'il pouvait dire pour essayer de me faire rire, écoute, c'était incroyable comment il réussissait à détendre l'atmosphère. Là. Puis au début, je ne comprenais pas trop. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Il est-tu sérieux? Puis je voyais mon père qui riait, puis qui riait. C'était incroyable. Là. J'en aurais tellement long à compter là-dessus. Là. C'est des belles années, honnêtement. Et ça s'est terminé quand? Quand est-ce que vos chemins se sont séparés, vous deux? Écoute, la dernière fois que je l'ai vu, je pense que c'est 2 semaines là, avant son décès. Oui, j'allais le voir encore, là, parce qu'après ça, on est devenus quand même des amis, autant à un moment donné que c'est devenu plus juste un manager ou le manager à mon père, puis Frenchie Martin de la télévision. Là, des fois, j'ai commencé à organiser des galas, et puis souvent, je l'appelais pour que, dans le fond, on bouquait ensemble. Puis là, moi, j'ai demandé des conseils. Fait que, on se parlait, puis on a commencé à se parler en dehors de la lutte. Fait que ça a été là la dernière fois, là, pas longtemps à son décès. Là, il était devenu beaucoup plus proche que quelqu'un que je voyais juste simplement à la lutte. Il venait des fois chez nous, il descendait, il passait des fins de semaine. Fait que c'était un autre niveau. Là. Quand tu dis qu'il venait chez vous, est-ce qu'il demeurait loin de chez vous? C'est un gars Frenchie, oui. Il a déménagé une couple de fois, là, mais dans ce temps-là, il était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me souviens bien. Okay. Avant de partir à Québec, là, l'endroit où il est décédé, là, c'était à Québec. La dernière année, il l'a vécu à Québec. Et pour toi, Dave, si je te demande de me décrire Frenchie Martin? C'est un personnage dans la vie de tous les jours, tellement coloré. C'est tellement quelqu'un qui va, dans n'importe quelle situation que tu vas avoir, là, il va toujours trouver quelque chose à dire ou ce que tu n'en reviendras pas. Tu vas toujours rire, peu importe la situation, qu'elle soit drôle, qu'elle soit pas drôle, c'est un personnage. C'est un humain, je devrais dire, c'est vrai, il est vraiment unique dans son genre. Je n'ai jamais recroisé quelqu'un où je pourrais le comparer. Il faut le connaître vraiment pour savoir comment il est. Puis souvent, quand on le regardait sur le ring, la façon qu'il était, quand on le connaissait dans la vraie vie, c'était encore beaucoup plus drôle parce que le personnage était il n'était pas si loin que ça en réalité de la personne. Fait que, tu sais, je pourrais le décrire, mais comme toi, juste simplement, qu'est-ce que je te dis là, je sais que toi, on l'a connu, puis c'était vraiment un personnage. Écoute, c'est indescriptible. Tu ne peux pas le décrire. Il faut que tu l'aies vécu pour connaître l'ampleur du personnage, comment il était drôle. Là. Écoute, son temps, quand il faisait l'artiste à la WWF, écoute, on a tellement ri. C'est un gars pour qui l'humour, le rire était tellement important.
Oui. Tu sais que j'en parle dans mon livre. Le seul lutteur, OK, j'ai eu quelques petits bumps à Kansum, des choses du genre. Mais le premier bump que j'ai pris, c'est dans une pratique à Paris, OK. à Bercy, quand que dans l'après-midi, les gars s'étaient tout arrangés, puis Frenchie m'a fait une souplesse. J'avais jamais touché au ring, à part avec un micro. Puis je me souviens, mais il avait pris soin de moi, puis... tu sais, moi, c'est un homme que j'ai respecté, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, je pense que tu es un privilégié d'avoir grandi, peut-être un gros mot, là, parce que tu étais quand même adulte, là, mais d'avoir eu l'opportunité de connaître un homme comme Frenchie Martin. Ben, vraiment, écoute, je me sens vraiment privilégié. Écoute, j'ai connu cette époque-là sans la vivre. J'ai tellement connu tous les gens de cette époque-là. Écoute, Frenchie, Gino Brito, Ricky Martel, j'ai été dans des backstage avec eux autres. J'ai eu la chance de travailler avec eux autres. Écoute, je me retrouve aujourd'hui dans des backstage avec des jeunes de mon âge où j'ai la chance de dire que j'ai travaillé avec. Là, j'ai vraiment sur le ring. C'est incroyable parce que ça vient vraiment d'une autre époque, une époque où ce que pour moi, honnêtement, oui, dans ma gamique de lutte, justement, je ramène cette époque-là. Pour moi, c'est très important de représenter ça puis de continuer ça. Mais au fond de moi, vraiment, l'être humain, je me sens tellement privilégié de pouvoir, tu sais, à chaque fois, justement, mon logo dont je voulais de lutte, c'est Frenchie, puis mon père est dessus, tu sais, ça va toujours continuer. Puis ça a été quelque chose que moi, Frenchie, on avait parlé justement avant son décès. Moi, j'avais demandé si je pouvais continuer. Puis ça l'avait beaucoup ému, je me souviens. Puis il m'avait dit que si qu'est-ce qu'il avait fait, ça pouvait rester, lui, il serait heureux avec ça. Puis ça, moi, ça m'avait tué parce que... Oui, vraiment, tu sais, il m'avait mis une main sur l'épaule, m'a toujours me souvenir de ça. Puis pour moi, tu sais, j'ai demandé vraiment professionnellement, mais je l'ai ressenti comme si il était vraiment honoré de ça, que son nom continue, que, tu sais, le monde allait continuer à le voir. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans mes promos, dans ma gamique, je les ramène souvent, tu sais, que je suis là pour garder, tu sais, faire perdurer le mémoire et tout. Puis oui, c'est dans le personnage, mais c'est beaucoup plus qu'au-delà du personnage. Puis oui, je me sens extrêmement privilégié. C'est incroyable. La chance que j'ai eue, là, c'est wow. Et tu sais que d'avoir côtoyé les noms que tu me donnes, dont Frenchie, ben, c'est sûr que côté expérience, ça t'amène quelque chose encore là que plusieurs autres n'ont pas. Non, vraiment, dans cette époque-là, il y a quelque chose qui était différent. Je comprends aujourd'hui, puis c'est vraiment correct parce que, regarde, j'en sais de la lutte beaucoup, mais dans le fond, je sais rien. Moi, je suis quelqu'un qui va s'asseoir avec quelqu'un, je peux écouter comme si je savais absolument rien, puis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Puis c'est cool parce que, regarde, des recettes changent tout le temps, puis des fois, justement, j'en prends des nouvelles choses que je ramène à ma recette, que moi, bien basique, mais je suis ramené à ce petit élément-là, tu sais. Ça peut changer la chose. Sauf que je vais avouer que je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd tranquillement de cette époque-là. Et puis, je trouve ça triste parce que c'est vraiment la base de la base. Puis, je me souviens de Frenchie, justement, qui regardait les jeunes s'entraîner dans l'arène, puis les gars débarquaient, ils allaient les voir, tu sais, puis il lui disait, il dit, pourquoi tu fais ça? Puis le gars, il n'était même pas capable d'y répondre, tu sais, mais c'est... Frenchie, il disait, si t'es pas capable de me dire pourquoi tu fais ça, il dit, qui c'est qui va le savoir, tu sais? Je veux dire, c'est la base, là, juste de comprendre qu'est-ce que tu fais pour que les autres... C'est un exemple parmi tant d'autres, mais que je trouve ça triste qu'on se soit un peu éloigné de tout ça. Ça revient tranquillement. Il y a des gens qui essayent de le ramener. Il y a des jeunes beaucoup, beaucoup plus qu'avant qui sont plus enclins à écouter. Mais quand même, c'est vraiment plus pareil comme quand, il y a une couple d'années, j'ai rentré dans un backstage, c'est vraiment plus la même chose. Il y a quelque chose de cette époque-là qui est parti. On en parle, la nostalgie est encore là, mais c'est plus comme avant. Je ne sais pas si c'est moi qui se trompe, là, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus comme avant. Ben écoute, toi, tu vois beaucoup, beaucoup de vestiaires, beaucoup plus que moi, je peux en voir. Fait que, écoute, tu vas peut-être être un de ceux qui vont s'assurer que ça reste puis que ça revienne, là, tu sais. Exactement. Écoute, c'était un moment vraiment privilégié. Je suis vraiment content de t'avoir parlé.
de t'avoir eu comme invité. Je voyais passer des promos un peu partout, mais on n'a jamais eu la chance. Là. J'ai l'impression qu'on se connaît juste d'avoir fait cette entrevue-là. Ouais. Et comme je t'ai dit, en plus, mon partenaire à Impact, Handsome JF, a parlé de toi vraiment. Tu l'as impressionné. Puis ça en prend pour impressionner un fraîchier comme lui. Fait que, écoute, je te dis merci beaucoup et je sais que tu vas participer au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, déjà la semaine prochaine pour un autre épisode. Alors, je te dis merci de nous d'avoir partagé avec nous ce que tu as vécu avec Frenchie Martin. Merci. Merci beaucoup à toi, Marc. À la prochaine. Ça se lit tout seul. Joe Deroy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant pour la recevoir avant Noël. Les gens ne devraient pas être contre le Et géant. voilà, c'est injuste. Depuis qu'il a lancé le défi à Hulk Hogan, les gens se sont mis à le détester, ce qui est fort injuste. Ce n'est pas sportif du tout comme Les attitude. gens aiment Hulkamania, la Hulkamania, Hulkster. Très belle entrevue, incroyable entrevue que tu as faite avec Dave la Justice. En écoutant ça, je réalise pourquoi il est une si bonne tête de lutte aujourd'hui. Il a grandi dans le business, il a grandi à l'époque que les gimmicks, les personnages étaient importants. Puis je le vois aujourd'hui. C'est un lutteur. Il ne joue pas à la lutte. C'est un lutteur. Donc, son parcours me fait comprendre pourquoi l'homme qu'il est aujourd'hui comme lutteur. Vraiment Et intéressant. pour ceux et celles qui se demandent pourquoi j'ai choisi de faire un épisode sur Frenchie Martin, qui n'a jamais été un Top Gun. Là. C'est pas un Hulk Hogan, c'est pas un Bravo, c'est pas. Il a été important parce que moi, il m'a marqué comme homme. Son humour, on a entendu parler par nos deux invités. Et il a été là dans un moment. En même temps que moi, lui, il se trouvait je m'en allais dire shifter, là, mais à délaisser vraiment le ring en tant que lutteur pour devenir gérant et devenir une voix. Analyste. Alors, c'est ça. C'est une personne et un personnage que j'ai très apprécié. Puis, je suis content d'avoir pris un des épisodes et d'avoir rendu hommage à Frenchie Martin. Frenchie l'artiste. Et en terminant avec le géant à Paris, parce que à chaque fois que le studio, parce que ça s'appelait comme le Piper's Pit, Ouais, exactement. lui, il y avait un segment où il niaisait les bons, hein, et un peu à la façon de tous ces segments-là à l'époque, parce que lui pouvait parler en français puis niaiser, comme Pat Patterson faisait à un moment donné avec son brunch. Et dans son studio, il faisait toujours comme s'il était en train de peindre une œuvre d'art qu'on n'a jamais vue. Personne n'a jamais vu ça. Cependant, à Paris, avec le géant, je pense que le roi Harley Race est avec nous. Frenchie, on est allé au Louvre pour exposer, pour demander à exposer la peinture de Frenchie, qui était une peinture à numéro que probablement... Toi, tu as 3 enfants, le plus jeune, elle a quel âge? Elle a 11 mois. Bon, d'après moi, là, tu as une job qu'elle aurait été capable de faire à 11 mois. Et écoute, mais tu sais, l'image que j'ai, le souvenir, c'est que les gars de sécurité du Louvre, ils veulent nous botter le derrière, mais le géant est là. Puis Harley Race, c'est un gros bonhomme aussi. Fait que, tu sais, c'était... As-tu des images? Les gars, ils ont vu que... Hein, pardon? As-tu des images de ça? Non, j'ai pas d'image. Ça n'a pas été filmé? Ça n'a pas été Oui, posé. Ça a été filmé. Okay. Ça a été filmé. S'il y en a un qui peut avoir ça, là, c'est Chris Owens. Là. Puis je pense que j'ai déjà demandé. Tu sais, le plus grand fan du géant. Là, oui, mais écoute, sinon. Il y a une collection incroyable, mais même lui m'a dit qu'il ne l'avait pas. Mais notre meilleur collaborateur français, là, David Jouan, peut-être, il pourrait trouver ça, lui.
Ouais, je peux y demander, mais je pense que c'est dans les voûtes de la WWE. OK. Mais, je pense pas que ça a été jamais vu. OK, Mais, mais c'est de très, très drôle, présenter une œuvre merdique de l'artiste au Louvre, c'est un moment. J'étais gêné. Je peux te dire que c'était gêné. Wow! Ben écoute, hey, très bel épisode sur Frenchie Martin. Qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine, Marc? Les meilleurs gimmicks. Oh! ça va être- On a plusieurs invités. On a justement Dave la Justice, Pat Laprade. On a 3 membres du groupe Facebook. Ton petit cousin ou ton neveu, Ben Mon Marchand. petit cousin, ouais, Ben Marchand. On a Walter Chaillé et on a David Franqueur. Alors, 3 qui ont levé la main et qui nous ont donné leur top 3 des meilleurs gimmicks selon eux autres. Et bien sûr, toi, tu seras là également pour nous parler des meilleurs gimmicks. Je vais te donner les miennes aussi. Ouais, j'ai hâte d'entendre ça. Oui, oui. Alors, ça sera l'épisode 91 la semaine prochaine. Et 91, Ansem, on approche-tu du 100e épisode? Wow! Incroyable! Alors, Marc, comment on termine ça, un podcast aussi bien réalisé? En disant tout simplement, soyez-y, mesdames, messieurs!